Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la zone de libre-échange continentale. Nous en parlons avec le professeur Laurent Edjeo Kodjo, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Alors, professeur, l'objectif affiché de l'ASLEC, c'est l'augmentation des échanges intra-africains de 33 à 60% d'ici 2022. Comment gagner notamment le pari de la simplification administrative? On sait que c'est ce qui freine surtout les échanges, les tracasseries au niveau du continent. Oui, nous avons entendu parler récemment des guichets uniques aux frontières. Si on continuait dans cette voie, de sorte qu'on ait la même administration tampon au niveau des frontières, nous pensons que cela pourrait résoudre un tant soit peu les tracasseries administratives que nous connaissons dans nos frontières et amener, sensibiliser les populations, sensibiliser également les forces de l'ordre, les douaniers, les policiers qui sont aux frontières. Mais on ne peut espérer régler convenablement ces choses sans la volonté politique ferme de nos dirigeants, parce que si on veut, on peut. Les caméras cachées, ainsi de suite, placées un peu partout dans ces frontières-là, pourraient dissuader ces fonctionnaires-là de continuer à créer les désordres au niveau des frontières, les tracasseries douanières et autres. S'il y avait vraiment ces caméras, je pense que progressivement, la discipline allait s'instaurer. Alors, en attendant cette discipline, la réalité, c'est que sur le continent, les échanges intra-africains coûtent excessivement cher. Et il est avéré que transporter une marchandise d'un pays à un autre sur le continent coûte 2 fois plus cher que transporter la même marchandise entre deux pays d'une zone comme l'OCDE. Oui. Cela est dû au fait que les pays colonisateurs avaient organisé les pays en fonction du transport des matières premières vers les pays, vers la métropole. De sorte que c'est cela qui accourt jusqu'à présent. Les pays africains échangent beaucoup plus avec leur métropole qu'entre eux. Leur ancienne métropole. Voilà, leur ancienne métropole qu'entre eux. Excusez-moi de penser que nous sommes indépendants réellement. Donc, il y a ce problème-là de l'organisation de la structure des échanges vers l'ancienne métropole, de sorte que on n'a plus pratiquement rien ajouté à cela depuis les indépendances. On n'a pas construit les infrastructures régionales qui auraient progressivement évolué vers cette concurrence et surtout les libéraliser de sorte que cela puisse réduire, la concurrence puisse réduire le transport. Je pense que la meilleure politique pour régler cela consiste à instaurer la concurrence dans tous les domaines, de sorte que les coûts se réduisent d'eux-mêmes, l'innovation et ainsi de suite doit conduire à réduire ces coûts. Je pense que sans cette volonté politique de libéraliser et d'instaurer la concurrence dans tous les secteurs, on ne pourra pas résoudre ce problème. Alors que quand on regarde à côté, dans l'OCDE, qu'est-ce qui a été fait pour que les transports soient moins chers? C'est tout simplement la concurrence entre les acteurs. Si on veut protéger nos industries, si on veut protéger, si l'État veut s'occuper de tout, finalement, on ne fera rien. Il faut nécessairement libéraliser les choses, laisser le secteur privé opérer pleinement et lui donner les moyens d'agir pleinement dans chaque secteur et on arrivera au même résultat que l'OCDE. Alors, il se pose également la question de la complémentarité des économies africaines. On se pose la question, comment est-ce que deux pays, je vous donne un exemple, le Nigeria et la République centrafricaine, peuvent avoir un intérêt commun? Oui, à vrai dire, vu l'état de leurs avantages comparatifs, le Nigeria n'a réellement rien à échanger avec la Centrafrique. Si l'information est parfaite,
on se rendra compte que le Nigeria n'a aucun intérêt à échanger avec la Centrafrique et la Centrafrique n'a aucun intérêt à échanger avec le Nigeria parce que les avantages comparatifs sont pratiquement les mêmes ou s'ils existent, ils sont très faibles. De sorte que dire de former une zone de libre-échange entre ces pays-là sans une politique vigoureuse, volontariste, optimale, on ne peut rien obtenir. En réalité, on doit suivre plutôt, il y a deux types de classification de l'intégration, celle de Jean Ouellet d'une part et celle de Bella Bellassa d'autre part. Celle de Jean Ouellet est fondée sur la planification. Donc, quand les pays sont similaires et qui n'ont pas d'avantages comparatifs, le seul moyen de les amener à l'intégration, c'est de les amener tous à avoir un plan de développement et de coordonner dans un premier temps ces plans de développement et dans un deuxième temps de faire un plan global de développement pour l'ensemble de ces pays-là, mais tout en respectant l'optimalité régionale qui doit être le ciment de l'intégration. Sans cette optimalité, les pays vont se replier rapidement sur eux-mêmes. Vous voyez, je prends toujours par la référence de l'Union européenne, parce que quand vous prenez ces pays, l'échange intra-européen, l'échange intra-branche européen est très développé. Au moins 50% de leurs échanges s'effectuent entre eux. Or, chez nous, à peine l'échange intra-branche est inexistant. Pratiquement, il est autour de 0,1%. Alors, on sait que sur le continent africain, nos pays ont des économies essentiellement basées sur les exportations. Une zone de libre-échange, oui, mais qu'est-ce que nous échangeons entre nous? Bon, nous échangeons les denrées alimentaires, les produits primaires. Les produits industriels sont rares. Et donc, en cette matière, il n'y a que le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, qui commencent à avoir quelques produits industriels. Et étant donné que nous ne représentons qu'à peine 2% de la production mondiale, l'Afrique tout entière ne représente que 2 à 3% de la production mondiale. Donc, quand on n'a rien produit, on ne vend rien. Il suffit de voir nos femmes. Si un jour, le jour du marché arrive, et vous allez au marché sans rien amener, vous ne vendrez rien. Donc, si on ne produit rien, on ne vendra rien. Donc, la production africaine est très faible. C'est là que j'ai l'habitude de dire qu'on a toujours tendance à mettre la charrue avant les bœufs en Afrique. On doit produire d'abord avant de passer à cette étape de zone de libre-échange, parce que si on n'a rien produit, on ouvre les frontières, mais rien ne se fera parce qu'on aura tendance à acheter des produits étrangers, à aller les vendre dans d'autres pays. On va en Chine, on achète, on revend dans toute la sous-région. Ce n'est pas ça la zone de libre-échange. Il n'y aura pas d'économie d'échelle, il n'y aura rien de plausible dans ce cas-là. Et la mise en œuvre de ce projet suppose aussi l'harmonisation des règles commerciales. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, s'il y a un plan global de développement de cette zone, on en tiendra compte. Et il faut veiller sur l'optimalité, la rationalité dans chaque décision pour arriver à un résultat. Et pour que l'Union dure, nous devons absolument régler les règles, observer les règles commerciales optimales, les politiques commerciales optimales. Tout problème naît du fait que lorsqu'on prend une politique, on veut mettre en œuvre une politique économique, on ne cherche pas à voir si elle est optimale ou si la décision est rationnelle et si elle apporte le maximum possible de rentabilité. Lorsqu'on ne tient pas compte de ces critères-là, tôt ou tard, un pays va se replier sur lui-même. Mais si le pays améliore sa situation et que cette situation-là, elle est durable, il n'y a pas de raison que le pays se replie sur lui-même. Professeur, comment garantir le Made in Africa pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas des importations déguisées? Oui, ça c'est très compliqué parce que on peut acheter dans n'importe quel pays et faire une petite transformation et mettre Made in Africa et continuer, donner l'impression qu'on a produit réellement en Afrique. Ça, le problème là va être toujours difficile à régler, mais comme je le dis, le vrai ciment, les vrais facteurs de développement, c'est l'honnêteté, l'amour du prochain, ainsi de suite.
tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes de base que sont l'honnêteté, l'amour du prochain, ainsi de suite, ce sont les vrais facteurs de développement. Tant qu'on n'a pas ces choses, on ne peut pas espérer un quelconque développement. Au moins, au sein de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle l'état de droit. Il y a, lorsque un pays ou un commerçant est découvert en train de frauder, la sanction est tellement sévère que personne n'ose le faire. Parce que tu perdras pratiquement tout ce que tu peux gagner au bout de en 5 ans ou 10 ans. Donc la sanction étant tellement sévère, personne n'ose le faire. Et les gens se plient, et surtout que la justice fonctionne convenablement, même si c'est un État qui fraude, si c'est même le gouvernement et le ministre, il sera frappé de la même manière que n'importe quel agent économique. Donc, tant qu'on n'a pas d'état de droit, et lorsque la justice sera toujours corrompue, on ne peut pas espérer à quelque chose. Donc, il faut nécessairement, soit d'un côté, avoir cette honnêteté et faire de sorte que les citoyens soient honnêtes, soient doués de dignité personnelle. Et c'est une voie difficile et longue, mais il y a également l'état de droit qui peut, si on veut, on peut réellement rationaliser la justice, la rendre compétente, efficace, fiable, durable, et en ce moment-là, comme au sein de l'Union européenne, on peut obtenir des résultats. Voilà. Professeur, comment régler la question de la disparité naturelle entre les pays? On sait que beaucoup n'ont pas accès à la mer et cela entraîne des surcoûts en termes d'échanges pour les pays enclavés. Oui, si on suit la classification de Jean Weyler, le but principal de l'intégration, c'est d'assurer l'égalité des chances, de créer l'égalité des chances pour tous les pays membres. Autrement dit, tout citoyen où qu'il réside doit accéder aux infrastructures, aux biens publics de la même manière que n'importe quel autre agent économique. Là, c'est la puissance supranationale qui va mettre en place des structures pour garantir l'état des chances pour tous les citoyens. Maintenant, on n'en est pas encore là. Donc, on peut raisonnablement penser que les États nationaux doivent tout faire pour assurer cette égalité des chances, et les pays côtiers doivent favoriser les échanges. Et comme je l'ai dit, la concurrence est vraiment importante dans les secteurs. Même si on est dans l'interland, on peut quand même bénéficier de la réduction des coûts. Et lorsque les coûts se réduisent significativement, cela pourrait... c'est la marche vers l'égalité des chances. Et on a vu les pays européens, tous les pays de l'OCDE ont fait ces étapes-là. Ils sont pratiquement arrivés à ce qu'on appelle l'égalité des chances. Tu vas dans un village reculé de la France, il y a les services de base. Tous les citoyens ont accès aux services de base. Parce que là, les gouvernants sont les employés du peuple. Mais chez nous, c'est le contraire. Le gouvernement est un employeur du peuple. Donc, on a inversé la chose. Au lieu que le gouvernement soit l'employé du peuple, ici, c'est le gouvernement qui est l'employeur du peuple. Donc, lorsque on est élu en France ou dans les pays de l'OCDE, à la tête de l'État, où on est ministre, on sait qu'on perdra son emploi à la prochaine élection si on ne réalise pas ce qu'on a dit qu'on va faire. Et c'est là l'importance de l'urne. Si l'urne parle réellement, en ce moment-là, le gouvernement devient un employé du peuple et il s'attellera à réaliser réellement l'égalité des chances partout dans le pays. Mais tant qu'on n'a pas atteint ce résultat-là, c'est un leurre de penser que quelque chose se fera. Aujourd'hui, on sait que de nombreux accords commerciaux existent entre les pays africains et d'autres États du monde. Est-ce qu'avec la ZLEC, tous ces accords vont être remis en cause? Non, il y a des négociations. Même l'Union européenne, lorsque elle passait à l'acte unique et plus tard
à la monnaie unique, et ainsi de suite. Il y a eu des accords avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Japon, et ainsi de suite. Donc, on peut espérer que les mêmes négociations pourront se faire entre l'instance supranationale et les autres États non membres. Donc, les négociations peuvent se faire, mais comme vous voyez que l'Espagne s'oppose toujours à l'entrée du Maroc dans l'Union européenne. Lorsque un pays pense qu'il va subir des pertes, si un autre pays tiers va bénéficier de quelque chose, il va s'opposer. Et donc, la décision qui est retenue pour la DLEC est la plus mauvaise. C'est-à-dire qu'on ne prend la décision que si tout le monde est d'accord, par consensus. On n'aboutira absolument à rien. Dans l'Union européenne, nous sommes sûrs que la DLEC va imiter l'Union européenne. Mais pourquoi ne pas imiter totalement? C'est à la majorité simple que les décisions sont prises dans l'Union européenne. Donc, tant qu'on ne va pas instaurer des choses rigoureuses comme les décisions à la majorité simple, on ne prendra aucune décision. Le consensus, on ne l'obtiendra pas. Il suffit qu'un seul État dise non, cet accord-là est contre mon économie et rien ne se fera. Donc, nous voyons qu'à l'état actuel des choses, la DLEC n'est qu'un statu quo. Parce qu'ils veulent prendre les décisions par consensus. Ce n'est pas du tout une bonne décision. Une dernière question. On sait que la part de l'Afrique dans le commerce mondial est très infime. Elle était de 3,2% en 2013 et 2,4% en 2017. Est-ce qu'elle pourra augmenter avec la DLEC? Non, comme je l'ai dit, la DLEC, c'est juste un papier. Nous ne savons pas s'il y a un organisme fort qui a milité. Je sais que la CNUSED a applaudi cet accord. Et il se peut que la CNUSED a d'autres solutions que nous ne connaissons pas. Sinon, la DLEC est un non-événement. Il ne changera absolument rien. Et dans ces conditions-là, on ne voit pas comment il n'y aura pas d'économie d'échelle parce qu'il n'y aura pas d'ouverture réelle des économies. Et donc, il n'y aura pas une augmentation de productivité, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de surcroît de développement. Et donc, dans ces conditions, la production n'augmentera pas. Et si la production n'augmente pas, on ne peut pas espérer échanger plus que les autres années. Donc, ce sera toujours la même chose. Merci pour votre analyse, professeur Laurent Edjeo-Kodjo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, ancien vice-doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.